RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Salut à tous, bienvenue sur RMC le dimanche matin, sur 01 TV, sur les box, mais aussi sur le web, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01nettv.com pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end dédié à la tech. Avec au menu cette semaine, tout à l'heure, un sujet que moi j'affectionne tout particulièrement et que l'on va découvrir avec notre invité Antoine Meunier tout à l'heure. On va parler d'espace et on va parler entre autres d'Elon Musk et de ses projets complètement fous concernant sa volonté de conquérir Mars, la Lune, etc. Et puis on fera un point aussi sur tous ces autres projets qui sont passionnants. Je vous rappelle que De quoi je me mêle, c'est aussi évidemment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter avec le hashtag DQJMM, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend bien sûr. Et puis n'hésitez pas à retrouver les podcasts de quoi je me mêle en audio et en vidéo sur la plupart des agrégateurs de podcasts. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence ce De quoi je me mêle par le club de la presse Haïti avec Nicolas Lelouch qui est là cette semaine. Salut Nico. Salut François. Ça faisait un moment et ça fait plaisir de te retrouver. Je suis très heureux d'être de retour aussi. Voilà, journaliste à 01net.com et pour l'accompagner, pour commenter l'actu tech de cette semaine, c'est Gonzague d'Ambricourt. Bonjour Gonzague. Salut François. Regardez-moi ce teint hâlé. Et oui, à force de rester sur un bateau privé, un yacht, au bout d'un moment on bronze. Ne dis pas tout. Non, c'est vrai, je ne devrais pas tout dire, on ne sait jamais. Gonzague, blogueur, entrepreneur, fan de nouvelles technologies, que l'on retrouve toujours avec plaisir dans De quoi je me mêle. Et on va commencer donc cette salve d'actu tech de la semaine par les rumeurs Apple. Si on se projette, en tout cas si on revient l'année dernière, on va dire qu'on est à quelques jours, l'année dernière on était à quelques jours de la keynote du lancement des iPhones. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine ? Cette année en tout cas on n'en sait rien, Nicolas. C'est vrai que dans un monde idéal, dans un monde sans coronavirus, c'est la semaine prochaine très certainement qu'Apple aurait annoncé ses nouveaux iPhone 12. Là, on est dans le mystère complet, c'est-à-dire qu'Apple peut faire ce qu'il veut. Ils peuvent annoncer l'iPhone aujourd'hui, demain, dans un mois. Tout ce qu'on sait, c'est que l'iPhone 12 va avoir du retard à cause de soucis de production. Donc du coup, on peut s'attendre à un événement, à une keynote en octobre, donc il risque de rien avoir en septembre. Donc on risque d'avoir un mois de retard par rapport au calendrier habituel. Un mois de retard en tout cas pour l'annonce, voire plus pour le lancement, puisqu'on parle de fin octobre, début novembre, dans le pire des cas pour notamment l'iPhone 12 Pro. Donc en tout cas l'iPhone, ça ne serait pas tout de suite. Par contre, selon Bloomberg et plus spécifiquement Mark Gurman, qui est un journaliste spécialisé sur Apple, il y a énormément de produits qui vont être annoncés par la marque en cette fin d'année. Et donc, du coup, il y a de grandes chances que dès la semaine prochaine, dans les prochains jours, on ait des annonces par communiqué de presse, comme Apple a pu le faire dans les précédents mois. On parle notamment d'un nouvel iPad, de l'Apple Watch, d'un nouvel HomePod. Donc, tout ça, c'est assez mystérieux. Est-ce qu'Apple va tout se garder tout se réserver pour l'événement d'octobre, ou est-ce qu'Apple va lancer des choses dès le mois de septembre sur son propre site? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir pas mal d'annonces. Oui, on peut imaginer aussi qu'il n'y aura pas de keynote traditionnelle. On se dirige plutôt vers la keynote du WWDC qui est préenregistrée, qui est assez dynamique, montée de manière assez rythmée. Donc on va bien voir s'il y aura plusieurs mini-keynotes d'ici la fin de l'année ou une seule grosse avec tout. En général, Apple n'aime pas mélanger les iPhones avec les autres produits. Ils aiment bien se focaliser sur des lancements particuliers. En fonction des années, on a soit un seul événement en septembre, soit un événement en septembre suivi d'un autre en octobre. Ça dépend vraiment de ce qu'Apple a à dire. Là, cette année, il y a de grandes chances qu'on en ait un second, puisqu'on en parlait justement en plateau avec Gonzague tout à l'heure. Il y a les Mac ARM qui arrivent, les Mac avec un processeur Apple Silicon, et on imagine que les Mac avec Apple Silicon vont avoir droit à leur propre événement vu la hauteur de cet événement. Donc on peut imaginer qu'on ait en septembre par exemple le nouvel iPad Air qui a fuité avec un nouveau capteur d'empreinte, les nouvelles Apple Watch. En octobre, une keynote un petit peu plus courte, format WWDC sur les iPhones. Et en novembre, pour la fin d'année, justement, une keynote sur la transition vers les Mac, quelque chose peut-être un peu plus axé développeur, suivi de l'annonce du premier MacBook Air ou MacBook Pro avec un processeur Apple Silicon. Voilà, tous ces keynotes, bien sûr, que vous retrouverez sur 01 TV en direct, à la fois sur le web, mais aussi sur la chaîne, sur les box. Gonzague, il est capital pour Apple de ne pas rater ces fêtes de fin d'année avec les nouveaux iPhones. Alors même s'ils ont du retard, ils devront sortir dans les semaines qui viennent. Moi, je suis quasi sûr qu'il va sortir. Enfin, tu vois, je suis pas inquiet
parce que la vie va continuer à suivre son cours. Oui, il ne faut pas et être nous, inquiet et pour nous Apple. sommes en santé et en vie et on n'est pas inquiet pour Apple. Moi, je suis beaucoup plus excité par les Mac avec les processeurs ARM Ouais. que par l'iPhone, même si je suis toujours content qu'il y ait une nouvelle itération de l'iPhone qui sort, surtout que là, il y avait ces rumeurs de capteurs LiDAR, etc. Et de 5G aussi. De 5G, sujet dont on va parler aussi pour Google juste après. Donc, je suis sûr qu'il sera sorti avant la fin de l'année. J'espère qu'il aura un capteur d'empreinte parce qu'en ce moment, avec le masque, Face ID, c'est chiant. Hein. Ça sent mal engagé, le capteur d'empreinte sur cette génération. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y avait une rumeur à un moment qui laissait présager que sur un iPhone, on aurait les deux en fait. Ouais. Hein, le capteur Face ID plus l'empreinte digitale Dans l'écran. ce que font d'ailleurs pas mal de beaucoup de marques chinoises constructeurs. depuis pas mal de temps. Hein. Mais bon, on n'a pas trop Ce que disent les rumeurs, c'est d'informations plutôt là-dessus. pour l'iPhone de l'année prochaine. Ça a l'air d'être resté sur de la reconnaissance faciale cette année. Après, on verra, on peut espérer une bonne surprise. Voilà pour les rumeurs Apple. Autre rumeur, signée Google. Alors, ils sont un petit peu plus modestes, mais malgré tout, c'est important. Plus modestes. Alors, il y a déjà des choses dont on a entendu parler. Le Pixel 4a 5G, qui sera proposé à 499 €, je crois, qui va donc être une évolution du Pixel 4. Il y a déjà plein de versions du 4A d'ailleurs, mais qui va intégrer la 5G, pas utilisable le partout pour l'instant, et surtout le Pixel 5 qui serait proposé à 629 €. Donc c'est un Pixel avec un écran de 6 pouces. Qu'est-ce qu'il va avoir de particulier? 90 Hz pour le rafraîchissement, la charge inversée, donc vous pouvez charger un autre appareil avec le Pixel. On a déjà vu ça chez d'autres constructeurs aussi. Il n'y a pas de révolution matérielle particulière sur ce produit. En matière de photo, il n'y aurait pas de révolution non plus. La révolution photo chez Google, elle se fait plus par le soft que par le matériel. C'est leur force. Enfin, c'est aussi ce que fait Apple maintenant, mais ils ont un capteur qui, somme toute, est assez basique et un traitement qui est extraordinaire. Pour l'instant, je ne sais pas ce que les labos en disent, peut-être quelque chose de différent, mais en termes d'expérience utilisateur, moi, c'est un truc qui m'a bluffé. Donc, le matos, c'est pas sensationnel. C'est cool, c'est la baisse de prix, parce que l'ancien Pixel, c'était 769 €. C'est quand même un budget assez conséquent, parce qu'on se moque toujours des prix des smartphones Apple, mais plus on s'approche de la barre des 1000, plus on se dit on a vraiment passé un cap en termes de prix. Après, il faut voir comment ce sera distribué chez les opérateurs, puisque c'est toujours aussi le sujet de la distribution. Si personne ne vend ton smartphone, ou si tu ne fais que le vendre sur ton site en direct, évidemment, tu n'auras pas des ventes incroyable. Le Pixel 4a, Nico, qui est la très bonne nouvelle de cet été. C'est la très bonne affaire. Le meilleur rapport qualité-prix du moment. 349 € et voilà. Les labos sont d'accord avec toi. En photo, c'est les meilleurs, les Google Pixel. Donc non, c'est à ce prix-là, vous avez vraiment une des meilleures expériences photo du marché avec un petit produit qui a une plutôt bonne autonomie, qui est vraiment très bon. Donc on a assez hâte de voir ce Pixel 5. Après, une précision sur la baisse de prix, ça s'accompagne aussi d'un changement de stratégie pour Google. On passerait d'un processeur haut de gamme à un processeur milieu de gamme. Pour l'utilisateur final, est-ce qu'il va y avoir des différences? Pas vraiment. Ça risque d'être tout aussi fluide. Maintenant, le Pixel 5 ne va pas concurrencer les nouveaux iPhones ou les Galaxy Note, par exemple. Ouais. On enchaîne avec Nintendo qui fête un sacré anniversaire. C'est les 35 ans de Super Mario. C'est ça, et pour fêter l'anniversaire de Mario, ils ont organisé non pas un Nintendo Direct comme à leur habitude, mais un Super Mario Bros Direct, dédié à Mario à 100%, avec pas mal d'annonces, notamment l'annonce de Super Mario 3D All Stars, qui sera un jeu qui sera disponible le 18 septembre pour 59 €. Et en gros, ça vous propose Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy dans une seule boîte. Donc voilà, c'est considéré comme les 3 meilleurs jeux Super Mario peut-être en 3D. Donc on est ravis de les avoir sur Nintendo Switch en version remaster. Il y a eu aussi avec des graphismes un peu améliorés ou c'est surtout un port, mais ça sera des graphismes améliorés. Oui, ça sera mieux évidemment. Il y a aussi un port de Super Mario 3D World, qui est un jeu Wii U qui débarque sur Switch. Mais l'annonce qui est la plus intéressante, la plus waouh, on va dire. Et qui est assez forte d'ailleurs, parce qu'on voit depuis 2-3 ans Google et Apple montrer, regardez ce qu'on peut faire en réalité augmentée, et ne jamais convaincre. Il faut reconnaître que la réalité augmentée, à part Pokémon Go, il n'y a pas grand usage aujourd'hui. Et là, Nintendo débarque avec un jeu qui s'appelle Mario Kart Live Home Circuit. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu? En fait, vous achetez un petit kart avec une caméra. C'est un vrai kart, c'est une voiture télécommandée en gros. Et vous créez un circuit dans votre salon, dans votre chambre, où vous le souhaitez. Vous avez des panneaux qui vous permettent de créer numéro 1, numéro 2, numéro 3 et de tracer les lignes. Et en fait, sur votre télé ou sur votre Switch, du coup,
vous commandez ces voitures télécommandées, mais à base de réalité augmentée. Donc il y a une sorte de circuit avec des faux concurrents qui vont apparaître dans votre salon. Si vous lancez un objet, le kart va immédiatement s'arrêter. Par exemple, si vous avez un champignon, il va accélérer. Enfin, c'est très marrant. Ça prouve que la réalité augmentée, elle a vraiment un intérêt dans le jeu vidéo et qu'elle ne se limite pas à du virtuel et qu'on peut justement mélanger avec des vrais objets dans un environnement réel. Et donc, on a hâte de tester ce jeu. Ça sera disponible le 16 octobre pour environ 100 €. Et c'est vrai que c'est l'annonce forte de ce Super Mario Direct. Alors pour 100 €, on n'a qu'une voiture. Hein. Qu'une voiture, il faudra en acheter une seconde additionnelle si on veut jouer à deux. Maintenant, l'idée, évidemment, c'est de jouer avec des voitures virtuelles qui sont ajoutées. Mais on ne peut pas jouer en réseau alors à ce moment-là. Je pense pas, parce que puisque ce circuit est unique en fait. Exactement, le circuit, on le crée, on le détruit, on le refait, donc du coup, il n'y a pas vraiment de mémoire. Donc ça veut dire que tout seul, c'est ou soit on joue contre en fait, l'intelligence artificielle avec d'autres véhicules, soit si on veut jouer à plusieurs, il faudra acheter une autre voiture. Après, je pense que c'est pas vraiment créé pour jouer à plusieurs. Il y a le vrai Mario Kart si vous voulez jouer à plusieurs. Là, c'est plus pour s'amuser, pour créer les circuits. Il y a aussi un côté, quelque chose qui n'est pas possible dans un vrai Mario Kart. Si là, vous percutez un objet physique, l'objet va apparaître sur le terrain et donc du coup provoquer un petit peu de problème pour l'utilisateur. Donc c'est vrai que c'est très marrant, c'est nouveau. Là, on voit par exemple avec la carapace rouge qui arrête immédiatement le véhicule. Donc j'ai assez hâte de voir ça, très sincèrement. Et ça prouve que Nintendo, encore une fois, ils sont très forts dès qu'il s'agit d'avoir des concepts innovants et qu'ils ont réussi à rendre la réalité augmentée cool. Avec un projet aussi pour l'année prochaine d'une nouvelle Switch. Alors je ne sais pas si ça a été confirmé, enfin sûrement pas, mais en tout cas cette rumeur est assez persistante d'une Switch 4K. On verra un petit peu ça revient depuis quelques temps. Si tout ça s'avère exact. Ça te donne envie. J'ai trop envie de jouer. J'arrête pas. Depuis tout à l'heure, je regarde la vidéo, je me dis mais pourquoi on va au bureau? On pourrait être dans nos salons. Cela dit, tu peux te créer un parcours dans le bureau. Hein. Tu peux te créer un parcours dans le bureau et j'adore ce que fait Nintendo aussi sur les concepts qu'ils avaient créés de jeux, tu sais, que tu pouvais assembler en carton, etc. Ils ont vraiment des idées qui sont géniales et simples. Et la Switch, ça cartonne même chez vraiment des adultes 30, 40, 50 ans. Il y a des gens qui ont ces consoles-là alors que c'est pas du tout le même public pour PS5, Xbox, etc. Non, j'en veux une. C'est vrai que ça a toujours été amusant ce côté Sony, Xbox qui se battent pour dire nous on fait de la 4K, on fait de la 8K chez Nvidia. C'est très sérieux. Et t'as Nintendo qui débarque avec des remasters de jeux qui sont sortis il y a 20 ans et qui disent regardez, et les joueurs ils sont génial, je veux trop ça. Donc c'est la preuve en fait qu'il y a vraiment. Mais en fait Nintendo c'est un peu comme Disney, je trouve, ça apporte une magie. Une magie, un fantasme qu'on n'a pas sur la PlayStation ou sur la Xbox en fait. En fait, ça se prend beaucoup moins la tête pour aller dans le détail de dingue, de machin. C'est pas grave parce que c'est pas ça qu'on cherche, mais par contre on cherche une expérience ludique, rigolote, accessible, parce qu'en plus c'est pas des consoles qui coûtent extrêmement cher, ni des jeux. 100 € là, ça commence à faire un petit budget, mais tu achètes une voiture, mais c'est jamais très onéreux. Moi, je trouve que c'est sympa. Il y a un côté un peu plus élitiste dans les grosses consoles où il faut une bonne connexion internet, acheter les jeux qui coûtent une tonne, acheter la console qui coûte une tonne, les manettes, tout ça. Enfin, tu vois, c'est un budget de malade. C'est ça, complètement. On enchaîne avec un tout autre sujet, un peu plus sérieux, issu du cerveau incroyable de Elon Musk, qu'on évoquera tout à l'heure d'ailleurs pour sa conquête spatiale avec notre invité. Elon Musk qui est en train de tester Neuralink, Gonzague. Elon Musk, il est partout. Il est dans les voitures, dans l'espace, et vous allez en parler, et il est aussi dans le cerveau des cochons. Ils ont fait en fait une démonstration de Neuralink. Alors Neuralink, qu'est-ce que c'est? L'idée de ça, c'est d'aller vraiment mettre des petits, comme des très très fins cheveux dans le cerveau des gens, et actuellement ils font ça avec des cochons, pour pouvoir actuellement lire ce qui s'y passe et déterminer les infos, mais dans le futur aussi envoyer de l'info, donc des petites sollicitations électriques qui vont permettre de faire à ton cerveau et à ton corps des choses qui ne pouvaient par exemple plus faire. Donc l'idée dans le futur, c'est de pouvoir refaire marcher quelqu'un qui est paralysé parce qu'il a un morceau de la colonne vertébrale qui a été abîmé, donc ça ne communique plus très bien, que quelqu'un qui est sourd puisse entendre à nouveau. C'est des choses, il y a une partie des choses qui existent déjà avec d'autres projets scientifiques, il faut le savoir. Et dans le futur, que tu aies carrément un ordinateur connecté à ton cerveau. Ça fait très très peur. Pas à moi, mais en général, c'est vrai que c'est quand même... que philosophiquement, c'est quand même un peu bizarre. Exactement. Donc, on vient réellement intervenir sur le cerveau de l'homme. Il y a le sujet de est-ce qu'on pourra se déconnecter de tout ça. Bon, là, ils ont fait une démo avec des cochons, beaucoup moins inquiétant. Ça fait coin-coin. Et donc, ils avaient mis cette puce sur 2 cochons. Et en faisant courir Greta, je crois que ça s'appelait le cochon, sur un tapis, ils pouvaient voir en temps réel où était situé chacun de ses membres. Donc là, l'intérêt, c'est de se dire... Ils arrivent à détecter, en fait, dans le cerveau de ce cochon,
en fait, les impulsions électriques qui commandaient en fait les pattes. Exactement. Et alors, bon, il faut se dire que ça, c'est l'intérêt de l'évolution qu'ils ont présentée, c'est que maintenant, ça prend quasiment la taille d'une pièce de monnaie qu'on peut te mettre sous le cerveau. Une opération sous anesthésie locale, même pas besoin d'anesthésie générale, tu passes pas la nuit à l'hôpital, on t'implante ça, tu ressors. Et ils ont développé une sorte de machine à coudre. Personnellement, pas du tout envie de passer sous cette machine pour l'instant, qui t'implanterait tous ces fils qui sont plus fins que des cheveux. Donc technologiquement très impressionnant, mais pour l'instant la communauté d'experts et de scientifiques est a beaucoup de doutes sur l'efficacité réelle de toutes les promesses d'Elon Musk à terme. Mais bon, c'est quelqu'un qui a dit qu'il mettrait une voiture dans l'espace et qu'il l'a fait. Enfin, le seul truc, c'est que il y a plein de gens, plein de scientifiques, on va dire de l'ancienne école, qui sont toujours très dubitatifs concernant les projets d'Elon Musk. Mais le problème, c'est qu'il en réussit plein malgré tout. En fait, il injecte des millions et des milliards dans ses projets. Ça finit par marcher. Oui, voilà. Et la démarche est quand on voit Tesla au départ, c'était un vrai échec. Enfin, tout le monde crie à l'échec. Maintenant, c'est... je crois que la valorisation de Tesla est plus importante que c'est le plus grand constructeur automobile. Voilà, le plus grand constructeur automobile du monde. Ils sont plus valorisés que plusieurs constructeurs traditionnels réunis. Moi, il y a un truc dans Neuralink qui m'impressionne, c'est qu'à terme, ce machin-là, d'après Elon Musk, pourrait enregistrer nos souvenirs. Je ne sais pas si tu as lu ça, et ça, donc ça serait, on va dire, le next step et la dernière possibilité. Et donc, on enregistrerait notre cerveau sur un disque dur. Et ben, on est un peu dans un futur peut-être dystopique ou utopique selon la façon dont vous avez envie de vivre connecté en Bluetooth à l'internet des objets. Oui, parce que et vous serez vous-même un objet. Et ça peut vous rappeler la série Altered Carbon, où les gens ont en fait le contenu de leur cerveau qui est stocké dans une cartouche. Et donc, vous pouvez changer de corps. Pas mal. Peut-être qu'on pourra faire ça un jour. Verra-t-on ça? Non, je ne sais pas. Bon, j'ai pris 20 kilos pendant le confinement, je vais changer de corps. Allez, c'est parti. Non, donc très très impressionnant. Comme ça, cité technique peut-être moins, c'est-à-dire les scientifiques qui font déjà ce genre d'essais sont moins impressionnés. Mais moi, j'y crois quand même assez fort. Et il y a Olivier Zrati qui sort toujours des très bons papiers sur ça que je vous invite à suivre sur le sujet. Il suit de très près les évolutions sur ce sujet. Olivier, qui était d'ailleurs invité de Quoi je m'appelle il y a quelques mois de cela. On enchaîne avec Samsung, on revient à des produits, on va dire, un petit peu plus concrets. grand public. Voilà. On parle quand même d'un smartphone pliant, mais ça paraît complètement banal à côté des implants cérébraux d'Elon Musk. Il est là pour ceux qui nous regardent en vidéo, le Galaxy Fold, donc le Galaxy Z Fold 2, c'est le successeur du premier Galaxy Fold. L'idée de Samsung est la même qu'avec le premier modèle qui était sorti en 2019, c'est que vous avez un smartphone à l'avant, en l'occurrence une surface de 6,2 pouces, et lorsque vous le dépliez, vous avez une tablette de 7,6 pouces, ce qui permet en fait d'avoir deux appareils en un et surtout de pouvoir le ranger dans votre poche. Donc il n'a pas tout à fait les mêmes dimensions que le précédent. Il n'a pas les mêmes dimensions que le précédent. Déjà, il est plus large une fois déplié. Et avant, en fait, Samsung avait misé sur l'expérience tablette et s'était contenté d'un petit écran appelé écran de couverture à l'avant qui permettait surtout de lire ses notifications et pas vraiment de l'utiliser au quotidien. Là, vous avez une surface équivalente à n'importe quel smartphone. Donc du coup, vous avez enfin un appareil qui est un aussi bon smartphone qu'une tablette, donc c'est assez prometteur. Ça coûte toujours cher, ça coûte toujours 2020 €, donc le même prix que l'année dernière. Ils se sont dit, tiens, on est en 2020, allez. Ouais, ils sont en délire, ils se sont dit, on reste sur 2020, l'année prochaine, 2021 peut-être, qui sait, on verra, espérons que les prix commencent à baisser, mais il faut reconnaître, j'aimerais parler de l'innovation majeure de ce Galaxy Fold 2, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier modèle qui en fait avait deux positions, fermé et ouvert, et vous ne pouviez pas mettre l'écran entre deux, sinon il basculait d'un côté ou d'un autre. Là en fait, c'est faut regarder un ordinateur portable parce que c'est la même chose. La charnière qui permet en fait à l'écran de se plier peut se souvenir entre guillemets de la position de l'appareil. Donc du coup, vous pouvez l'ouvrir ou le fermer à différents intermédiaires, ce qui permet par exemple, si vous êtes en train de regarder un film dans le train, de poser l'appareil et d'avoir l'écran qui vous met directement votre film, ou jouer aux jeux vidéo comme ça, ou par exemple prendre des photos en se mettant assis en selfie comme ça et en faisant un signe à distance qui va déclencher l'appareil photo. Ça demande quand même un développement logiciel assez conséquent. Et mécanique, cette pièce que la charnière de Samsung donne à la marque coréenne, en fait un avantage immense sur toute la concurrence. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup avec ce Galaxy Z Fold 2, c'est que l'année dernière, on était sur une très bonne tablette, un smartphone moyen. C'était à peu près tout le concept de ce produit. Là, on est sur une excellente tablette, un très bon smartphone et potentiellement quelque chose d'entre deux qui est justement ce format plié qu'on n'avait pas auparavant. Donc, au fur et à mesure, on trouve vraiment une plus-value à acheter ce Galaxy Z Fold 2. Ça coûte cher, toujours. Maintenant, faites le calcul. Une tablette, un smartphone haut de gamme,
vous êtes autour des 2000 €, et on est vraiment sur un produit très sophistiqué, donc on a hâte de voir ce que Samsung prépare dans les prochaines années. Gonzague, ce moi, Fold 2. Écoute, moi, tu vois, ça me fait penser à quand je suis allé voir les bureaux de Waze en Israël il y a des années, et comme je suis pas beaucoup à utiliser la voiture, je me disais, mais à quoi ça sert? Et en fait, c'est génial. Et donc aujourd'hui, je vois ça et je me dis, à quoi ça sert? Si ça tombe, c'est génial. Donc voilà, moi, je veux pas être le con qui dit, non, mais c'est complètement débile et tout. Il faut admettre que parfois on ne reconnaît pas dans un nouveau format qu'il est peut-être intéressant. Oui, après, voilà. Après, la partie techno m'impressionne. C'est vrai que c'est bluffant. Mais cet c'est vrai que écran moi, qui split. je me pose des questions aussi comme toi sur l'usage de ce type de produit. Est-ce qu'on est prêt à avoir un produit plus grand, plus épais pour on va dire des usages de smartphone? Je pense que c'est une question un peu Il personnelle. n'est pas vraiment plus grand. Quand il est plié, il a le format d'un smartphone classique, voire il est plus étroit. Ouais. Il est plus, Enfin, plus lourd et plus épais, on va dire. Il est plus épais, ça c'est évident. Il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, très sincèrement, moi je pense que c'est un produit dont on ne peut pas mesurer le potentiel avant de l'avoir essayé. C'est le problème en fait auquel est confronté Samsung, auquel est confronté Huawei, c'est que tout le monde dit que c'est inutile, et ceux qui l'ont essayé disent ok, c'est génial. Et c'est un petit peu ce que je pensais avant. J'ai toujours été très enthousiaste à l'idée d'avoir des smartphones pliants, mais plus pour la prouesse technologique. Et maintenant que j'ai utilisé le Galaxy Fold pendant 1 an au quotidien, je m'ennuie en fait sur un smartphone classique. Dès que je veux lire la presse, dès que je veux regarder une vidéo, c'est un peu petit, alors que là, le format quand même qu'on déplie dans la rue, dans son canapé, ça offre un confort de lecture qu'on n'a pas ailleurs. Donc je pense que le format a vraiment du sens. Pas pour tout le monde, mais pour celui qui passe beaucoup de temps sur son téléphone, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On enchaîne avec la bataille géopolitique actuelle, on va dire USA-Chine, avec cette nouvelle victime qui est TikTok. C'est vrai. TikTok, on en est où dans cette histoire incroyable? On en est où? On en est en début de semaine, on nous annonçait, ça y est, le deal est fait. Biden, la maison mère de TikTok, va annoncer mardi qui elle a choisi pour acheter TikTok. Mardi, rien. Mercredi, rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Chine a décidé de s'en mêler. Donc voilà, on est dans une histoire toujours plus rocambolesque. On était déjà dans l'inédit avec les États-Unis qui disent ouais, TikTok doit être vendu à une entreprise américaine. Et maintenant, il y a la Chine qui se ramène, qui dit non, on a envie de discuter aussi. La Chine, elle n'est pas contre le rachat de TikTok, mais en fait, elle a passé une nouvelle loi par l'intermédiaire de son ministère du Commerce qui met en fait certaines entreprises technologiques et plus généralement des technologies sur une liste noire d'exportation ou de vente. Donc l'idée étant de dire que TikTok, étant une propriété chinoise, ne peut pas être vendu à un pays étranger aussi facilement que prévu. Donc aujourd'hui, il y a 2 scénarios qui se profilent. Il va falloir que Biden et le futur propriétaire de TikTok, que ce soit Microsoft ou Oracle, discutent avec la Chine pour demander est-ce qu'on a le droit de vendre TikTok. Si la Chine dit oui, ça peut le faire. Et surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que la Chine va vendre l'algorithme de TikTok, qui est sa formule secrète et qui est aussi son plus grand bien. Donc l'idée étant que TikTok aujourd'hui est valorisé 30 milliards de dollars, mais un TikTok sans son algorithme, ça vaut plus grand-chose. Et surtout, est-ce qu'un Microsoft ou un Oracle ont envie d'acheter un TikTok s'ils doivent recréer l'algorithme même et donc avoir un logiciel moins pertinent. Donc du coup, c'est un petit peu le flou total autour de TikTok. Est-ce que ça va se débloquer ou est-ce que la Chine va vraiment décider de bloquer Donald Trump en se mettant au milieu? Mais à ce moment-là, TikTok disparaîtrait, en tout cas en Occident. Si Donald Trump tient ses promesses et décide de fermer le réseau social, ça risque d'être compliqué. Donc à voir ce que va faire la Chine, mais en tout cas, c'est pas aussi facile que prévu. Quelle histoire, Gonzague aussi. Oui, mais ça me rappelle un truc qui se passe dans l'autre sens, c'est-à-dire que Huawei se fait bloquer dans certains pays. Par exemple, il y a des opérateurs qui commencent à arrêter d'utiliser les antennes de Huawei dans certaines régions où il y a des installations militaires, etc. On en parlait la semaine dernière, c'est Bouygues Télécom qui démonte 5000 antennes, énorme, et avec peut-être une compensation ils ont de jusqu'à l'État. 2028. Voilà. Oui, mais ça arrive vite, et au final, il y a le déploiement de la 5G, etc. Donc c'est aussi le moment pour les concurrents de placer leurs pions. Et comme tu le disais, la difficulté avec TikTok, c'est que tout réside dans l'algo. C'est-à-dire, le contenu en lui-même, les créateurs TikTok, ils le mettent aussi sur Instagram, ils le mettent aussi sur Twitter, ils peuvent le mettre sur n'importe quelle plateforme. Ce qui marche fort, c'est la découverte, la suggestion, qui fait que les gens, ils engrainent des millions de vues. C'est hallucinant. On dit souvent que l'algorithme de TikTok est un algorithme qui a été conçu pour vous faire passer un maximum de temps sans que vous vous rendiez compte que vous passez du temps sur TikTok. Et c'est vrai, parce qu'à chaque fois que j'ouvre cette application, je passe une demi-heure dessus alors que je voulais passer 1 minute. Mais c'est vrai. Ça fonctionne, ce truc. Donc s'ils le perdent à la revente, ça va faire du mal à TikTok et la revente va être bloquée. On va terminer justement avec encore une fois le contre-coup de cette bataille sans merci entre la Chine et les US. C'est évidemment Huawei. Les ventes de smartphones
eh bien, ça y est, on y est. Ça commence et on peut prédire que ça va devenir de plus en plus compliqué pour Huawei, en tout cas en Occident. Alors, accrochez-vous, il va y avoir pas mal de chiffres dans cette séquence. C'est des données qu'on vous a présentées en exclusivité sur 01net.com. En fait, on a pu récupérer les ventes de tous les constructeurs sur les 6 premiers mois de 2020. Donc, on a pu voir évidemment l'impact du coronavirus et du confinement qui ont réduit les ventes. Mais ce qu'on constate, c'est que Huawei est beaucoup plus impacté que d'autres constructeurs. Je vais vous donner des chiffres. L'année dernière, Huawei avait vendu 1 672 000 smartphones entre janvier et juin. Là, on est passé à 1 300 000, donc il passe de 21% de part de marché à 19% de part de marché. Vous vous dites que c'est pas immense, perdre juste 2% en un an, mais en fait, là où c'est plus grave, c'est si vous regardez en fait les différentes catégories de produits, et notamment le haut de gamme. L'année dernière, Huawei, sur le haut de gamme, c'était 6,6% de part de marché. C'était loin derrière Samsung et Apple. Avec à l'époque le P30 Pro, avec etc. Le P30, les Mate. Aujourd'hui, Huawei, on ne peut même pas savoir parce qu'ils sont en dessous du 1% de part de marché sur le haut de gamme, et donc du coup ils sont trop petits pour qu'on puisse connaître leurs chiffres ou lire leurs chiffres sur le graphique, donc c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils vendent que des téléphones, on va dire, de moyenne gamme ou d'entrée de gamme. Les smartphones qui se vendent le plus chez Huawei sont les produits autour des 200 € aujourd'hui, alors qu'avant ils étaient très forts sur le haut de gamme. La conséquence sur leur chiffre d'affaires, elle est immédiate. On passe en 2019 on était à 538 millions de chiffre d'affaires sur la moitié de 2019 l'an passé. Là on est à 361 millions de chiffre d'affaires, donc 32% de baisse en seulement un an. En comparaison, Apple et Samsung, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires chacun. Donc autant vous dire que Huawei est en train de baisser. Selon nos informations, j'ai pu discuter avec pas mal de revendeurs, d'opérateurs sur leurs projections sur Huawei. On table sur moins de 10% de part de marché à Noël. Donc, c'est-à-dire que Huawei va complètement rater sa fin d'année malgré le lancement d'un nouveau produit phare en fin d'année. Ce qui veut dire que la marque chinoise est petit à petit en train de s'effacer en Europe. Oui, en tout cas pour le smartphone, parce qu'elle a d'autres, volontés de sortir par exemple des télévisions, mais aussi des PC, enfin des choses comme ça. C'est-à-dire que Huawei ne va pas disparaître en France. Mais ils vont peut-être faire disparaître le smartphone pour se refocaliser sur d'autres gammes de produits. Ils doivent se diversifier. Après, il y a deux problèmes aujourd'hui. C'est déjà la concurrence. On voit Xiaomi, c'est plus 109%. Oppo, c'est plus 316%, dans des proportions moindres. Ils vendent beaucoup moins de produits que Huawei. Et l'autre souci, c'est que les États-Unis de Donald Trump ne se sont pas contentés de ce gel avec Google. Ils sont en train de les étouffer complètement. La dernière interdiction en date, elle interdit les entreprises étrangères qui travaillent avec les technologies américaines de fournir Huawei. Donc du coup, les processeurs Kirin de Huawei, il n'y en aura bientôt plus. Et surtout Huawei qui voulait acheter des processeurs Mediatek, une entreprise taïwanaise, ils ne peuvent plus parce que Mediatek utilise des technologies américaines. Donc bientôt, Huawei, on n'est même pas sûr qu'ils auront les puces pour fabriquer les télés, pour fabriquer les ordinateurs. Et donc, au rythme actuel, ça semble très compliqué pour eux. Et c'est vraiment, pour moi, c'est triste pour tout le monde. Bien sûr. Huawei a quand même permis de mettre fin au duopole Apple et Samsung, innover et du coup de challenger un petit peu toutes les marques. Sans Huawei, c'est différent. Gonzague, la seule issue, ce serait l'élection américaine. Un changement. Peut-être. C'est même pas sûr. Hein. Parce que je ne suis pas sûr que Joe Biden, s'il est élu, vienne à dire Huawei, c'est génial, venez. Non, mais peut-être qu'il pourra tempérer toutes ces décisions. Alors, c'est une guerre commerciale et industrielle qui est très, très complexe. En plus, il y a des relents derrière d'espionnage. Parce que ce qu'il faut se rappeler et ce qui peut décourager les gens d'acheter un smartphone Huawei, c'est d'entendre qu'ils sont des pour les antennes, qu'il y a eu une affaire d'espionnage au Canada, qu'aux États-Unis, c'est très compliqué. Donc, une des pistes qu'ils pourraient avoir, c'est de développer leur propre silicone, comme le fait Apple, mais ça nécessite des investissements colossaux. Après, c'est des boîtes qui sont énormes, donc il n'est pas complètement impossible qu'ils se mettent à le faire. D'ici à pouvoir sortir des produits l'an prochain qui soient fonctionnels, c'est pas gagné. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nico. Un plaisir toujours de t'avoir dans De quoi je me mail. Et puis merci aussi à Gonzague d'Ambricourt. Ce De quoi je me mail se poursuit dans un instant et on évoquera la folie spatiale d'Elon Musk avec notre invité. À tout de suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.